Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je voudrais d'abord dire tout mon respect à cette auguste assemblée. Mesdames, Messieurs, de ceux qui en savent sur mes relations avec Sidi Lamine, certains diront que j'aime tant mon frère que je ne ferai que lui jeter des fleurs. Ils n'ont pas tort de le penser, car pour moi, tout ce qu'il dit est vrai, tout ce qu'il fait est bon. Cependant, je voudrais tout de suite les rassurer et leur dire que j'essaierai autant que faire se peut d'être objectif dans mon intervention. J'ai parmi les siens. Ce titre a été une opportunité pour certains esprits pour critiquer l'auteur en ces termes. Comment voulez-vous que quelqu'un qui ne s'entend avec aucun membre de sa famille, qui est toujours en contradiction avec les autres arabisants et qui n'est jamais d'accord avec l'État, ne soit pas étranger parmi les siens? Certains s'empressent même d'ajouter: il s'est auto-exclu. Je voudrais, face à cette grave accusation, rétorquer au nom de la famille d'El Hadj Abdallah Niass que Sidi est très famille, c'est-à-dire qu'il est attaché à sa famille et celle-ci aussi à lui. J'y reviendrai. Ceci n'entame en rien la pertinence du titre. Oui, Sidi est bien un étranger parmi les siens. Mais en quoi l'est-il alors? En ce qu'il a renoncé aux avantages que procure son nom de famille pour ne vivre qu'à la sueur de son front. Et pourtant, Dieu sait qu'il n'est pas le dernier de sa famille, car, de par son érudition, sa piété et sa générosité, il est indubitablement l'un des plus dignes héritiers d'El Hadj Abdallah Niass, de Mam Khalifa et de Cheikh al-Islam. Il est également étranger parmi les siens de par son attitude de vérité. Pour lui, toute vérité, si évidente soit-elle, doit être démontrée. Voilà ce qui fait de lui un chercheur passionné, se posant toujours des questions et s'exerçant à y apporter des réponses, tant sur des sujets purement religieux ou concernant les sociétés de manière générale. Je dis bien les sociétés, car sa sphère d'investigation dépasse son seul pays. Il se moque de moi pour me demander de ses nouvelles en disant: comment va Sidi Djangat, Sidi l'analyste? Ce n'est pas méchant, n'est-ce pas? C'est même un éloge, car cela signifie qu'il pense toujours par lui-même et n'agit ou ne parle que par conviction. L'affaire Charifou et sa position sur la poignée de main entre hommes et femmes illustrent parfaitement son refus de tout accepter tout de go et son obsession à toujours rétablir la vérité et éclairer ceux qui ont une démarche hautement intellectuelle et conforme à l'islam qui, bien que le rendant incompris quelque part, élargit son audience au niveau national et international. Mais n'a-t-il pas hérité cette façon de faire de son grand-père El Hadj Abdallah ou de son oncle Cheikh al-Islam? Je pense que si. Le premier nommé, Mam Alhaji, a comparé les pratiques de son père Mohammed, grand lecteur, passant tout son temps à prier, et la Tidjania, pour en définitive opter d'être un disciple de Cheikh Ahmed Tidiane. Le second, en l'occurrence Baye, a, par conviction, décidé de prier les bras posés sur la poitrine, Khabdou, contrairement à l'imam Malik et à El Hadj Abdallah, sans remettre en cause leur érudition. Sidi pense qu'à part le dogme qui régit les pratiques cultuelles, il y a des lois sectorielles pour faire de l'interprétation dans le cadre de la charia. Voir page 7 du livre. Permettez-moi maintenant de descendre au niveau de réflexion de ceux qui considèrent l'auteur
comme rejetant sa famille et banni par celle-ci, pour leur dire que Sidi Lamine adore ses proches. Les faits suivants le prouvent à merveille. Au Sénégal, l'usage veut que les premiers enfants portent le nom de la mère ou du père de leur père, excusez la répétition, mais chez Mam Khalifa et Aminatou, ses parents, ont été les derniers servis. Ses premières filles ont pour nom Zainab, une coépouse de sa mère, Mariam, la mère de l'actuel calife de Medina Baye, Cheikh Ahmed Tidiane. On trouve également chez lui des homonymes de Cheikh Ibrahim, Yafama, mère de l'actuel calife de Léona Niassène, Ahmed Khalifa Niass, Rokhaya, une de ses sœurs de même père. Mieux, il aide certains de ses proches à l'occasion des fêtes religieuses. Il en a amené beaucoup, dont moi-même, à la Mecque pour le pèlerinage. De l'autre côté, on essaie de le lui rendre. Tenez, son frère Elhaj Ibrahim, actuel calife de Léona, a un garçon marié ou en âge de l'être qui porte le nom de Sidi Lamine. À Medina Baye, Cheikh Ahmed Tidiane a fait de lui le parrain de sa fille Rokhaya. Voilà, entre autres signes d'une fraternité sainement entretenue, des preuves que souvent l'on parle de quelqu'un d'une manière gratuite, c'est-à-dire sans vraiment le connaître. Normal, car comme disait André Malraux, on ne connaît jamais assez un être, mais on cesse parfois de l'ignorer. Il est aussi normal de ne toujours pas comprendre telle ou telle attitude de Sidi Lamine. Mais dans ce cas, la sagesse voudrait qu'au lieu d'émettre un jugement hâtif, de s'approcher de lui, ou à défaut, de faire comme l'autre qui, à une autre époque et en circonstance, disait « Kalamul awliya lastu afhamuhu, ana wa humo humo ». Je terminerai pour vous dire simplement, chers frères, go ahead, ou simplement ilal amam ya akhi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Merci. Merci Sidi Bachir Niass qui a parlé au nom de la famille de Sidi Lamine. Nous, monsieur l'ambassadeur de la Palestine, monsieur Sawhad Ibrahim, qui va parler au nom des invités diplomates. Excellence. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais peut-être parler quelques mots en français avant de passer à une langue que nous aimons tous les deux, Sidi Lamine Niass. Je suis de prendre la parole ici et en ce moment particulier, en ce jour du 29 novembre, le jour où la Palestine et le monde entier célèbrent une journée internationale décrétée par l'ONU en solidarité avec le peuple palestinien. Et si je me sens connecté à cette journée, à ce mémoire, je ne crois pas que je peux ou on peut rendre hommage mieux que sur le sol sénégalais et en particulier dans cet établissement de grand prestige. Si on m'a fait venir, ce n'est pas seulement le nom de Sidi Lamine Niass, car c'est un grand renom et c'est une dynastie bénie, mais c'est aussi ses bienfaits. Il y a un an, Walfajri était la première chaîne à ouvrir ses bras, à consacrer le premier interview à moi en tant que nouvellement arrivé ambassadeur de la Palestine. Sidi Lamine Niass, je suis reconnaissant envers toi, envers Walfajri, et vous êtes un homme de foi, un homme qui défend les valeurs et un homme qui défend l'identité arabo-islamique. Et sur ce panel des valeurs, nous sommes frères et nous partageons beaucoup d'avenir ensemble, Inch'Allah.
Je n'ai pas préparé un discours, mais dans l'attente, j'ai pensé à quelques idées. Donc je vais passer en arabe, avec votre autorisation. شكرا. إذا كانت الجزائر بلد 1.5 مليون شهيد، وإن كانت موريتانيا الحبيبة بلد الأدباء والفقهاء، فماذا نقول عن السنغال؟ السنغال بلد الصوفية والنورانية، ومن ينسى الفضل هو جاحد. فالإسلام مر من هنا، ومن هنا خرجت الناس من الظلمات إلى النور، وأنتم أصحاب فضل على الأمة، والأمة لكم تكن بالخير وبالنعمة. عندما سألني الخارجية الفلسطيني لدى زيارته إلى دكار في مايو، في مقتبل مايو الماضي، قال لي: أخبرني عن مهمتك بعد شهور من مجيئك، فكيف تجد السنغال وكيف هي مهمتك في السنغال؟ قلت له: إن أردت أن أقول صدقا فأنتم لست بحاجة إلى سفير في السنغال، ففي السنغال 14 مليون كامن لسفير يستطيع أن يدافع عن فلسطين كما أنا أدافع عن فلسطين. سيدي الخليفة وعميد السفراء، سفراء السنغال وسفراء السنغال في الوطن العربي، والذي خدم الأمة العربية والإسلامية على خير وأكمل وجه، أريد فقط أن أذكرك بأنني تشرفت بأن تكون أول زيارة خارج دكار لبيتكم العامر ولاحتفالكم في مدينة بير، وأنا أتشرف بأن أباهي بكم مشايخ ورجال فاضلون في هذا البلد، أباهي بكم لأنكم خير من دافع عن فلسطين. ولا شك أن السنغال شعبا وحكومة ورئيسا دافعوا وما زالوا بموقف ثابت وغير مسبوق عن الفلسطينية. لماذا؟ لأن فلسطين كالإسلام تجري في دماء السنغاليين مجرى الدم في العروق، وهذا ما لمسته، ولست بحاجة لأن أزكيكم على أحد. سيدي لامين ياس، أنت أخ كبير، وإذا أردنا أن نكرم بلدا فنكرم علمائه وفقهائه وأدبائه. أنت قلت في كتابك الذي قرأته بشغف: غريب بين هويتين، وأقول لك: كم من نبي في أهله معذب، كم من نبي في بداية رسالته عانى وقاس، ولكن رسالتك سيدي لامين ياس اليوم بعد كل تلك العذابات التي قرأتها وأحسستها إن شاء الله قد تحققت وحققت مبتغاها. أنت لم تعد غريبا بين موطنين، أنت عدت إلى وطن ووحدت هويتين في آن معا. العروبة ليست عرق وليست لغة، العروبة هي هوية وانتماء. وأنت لست مستعربا مثقفا، أنت لست إفريقيا مستعربا، أنت عربيا قحا بالانتماء وبالهوية. وأنت أيضا ولإفريقيا الفخر بأبنائها. لقد حملت قبل قليل الكوفية الفلسطينية، كوفية الثورة، كوفية ياسر عرفات على أكتافك، وأقول لك أن لذلك مدلولات عندنا. فدعني أقول أن برفع الكوفية على أكتافك قدمت لفلسطين شرفا إضافيا، لأن السنغال ترفع إلى صليب معاناتها وتحمل معها رموزها
وتدافع كما دافع الخليفة والسفير الحاج مصطفى السيسي عن تاريخه ومعرفته بقادة كبار أمثال ياسر عرفات، الذي أنا أعتز أنني أحد أبنائه، أنا أحد أبنائه بالتبني. وأن ترفع تلك الكوفية على أكتافك سيد لامين ياس بالنسبة لي ولشعبي إقرار بأنك ثوري بالفطرة، لأن من يرفعها ويعرف معانيها هو يتحمل وزرها أيضا. وعندما قلت في وقت سابق ولم أعرف إن كنت أصبت أم لا، قلت عنك أنك مثقف ثوري، هكذا رأيتك وهكذا شعرت بقراءتي وباستقرائي لمعاني كثيرة في كتبك. أنت اعتنقت الثورة، والثورة سيدي الأمين هي تغيير لواقع فاسد بمعان وبأساليب ثورية. أنت اخترت الأدب واخترت كلمة الحق وأبرزتها، ووفقك الله في مشروعك في دعم الصوت، صوت الحق وصوت من لا صوت له. وعودة لشعب السنغال، أقول أن شعب السنغال شعب متميز، متميز بالصوفية نعم، ولكن متميز أيضا بقادته وعظامه. والشعب الذي يكتب وينتج ويبدع هذا شعب حي لا يموت، وهذا شعب يشعر بآلام الآخر ويتوحد بمعاناة الآخر. فأنا إن كنت أنت غريبا بين هويتين سيدي الأمين، فأنا غريب بين وطنين، وطني الأول الأم فلسطين، ووطني الثاني السنغال، الذي أحبها امتدادا لحبي لوطني فلسطين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأهنئك وأحييك وأشد على أيديك، وتهانينا لكم جميعا. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Nous allons passer maintenant la parole à quelqu'un que vous connaissez bien. Il s'agit de Monsieur Abdoul Mbaye, ancien Premier ministre, un très grand cadre des banques et qui est maintenant à la tête de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail. Il va prendre la parole au nom de l'ensemble des invités ici présents. Monsieur Mbaye. Honorable Khalife de Pire, parrain de cette cérémonie, Monsieur le représentant du chef de l'État, honorables députés, Messieurs les représentants du corps diplomatique, honorables invités, Sidi Lamine, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. La parole me serait donnée afin que je m'exprime au nom des invités. En toute logique, j'aurais donc dû me préoccuper de recueillir leurs sentiments sur l'ouvrage que nous célébrons. Mais cela aurait nécessité série d'interviews et aurait mis à nu mon incompétence à jouer au journaliste. Quel métier délicat que celui de journaliste. Pendant de très sanglantes années, j'en ai exercé un où la prise de risque est la règle. Mais j'avoue que j'aurais été bien impuissant à trier pour le grand nombre l'information essentielle, celle méritant d'être traitée, à ensuite l'analyser, cherchant souvent à influencer mon lecteur. Et tout cela sans jamais perdre de vue le souci du respect de l'éthique et de la déontologie, non plus celui de bâtir une entreprise rentable et de la préserver, et donc de bien vendre de l'information brute ou transformée.
La cérémonie de ce jour est autobiographique. Je commencerai donc, après avoir remercié mon frère Sidi Lamine de son choix porté sur ma personne pour m'exprimer au nom de ses invités, par vous dire quelques mots sur l'écrivain journaliste ou journaliste-écrivain, auteur de L'étranger parmi les siens. Vous me pardonnerez ensuite de prendre le risque de porter quelques jugements d'auditeurs, de lecteurs ou de téléspectateurs sur l'indépendance des journalistes, particulièrement en Afrique. Lire l'ouvrage de Sidi Lamine, c'est parcourir l'histoire palpitante d'un homme et de son groupe de presse, un des plus influents de l'Afrique de l'Ouest. Mais c'est aussi revisiter notre propre histoire, celle de notre société, de notre démocratie. Lire l'ouvrage de Sidi Lamine, c'est également nous retrouver face à notre propre histoire personnelle. Je veux dire de notre propre par rapport à cette histoire se faisant. Mais en le refermant, nous avons fait plus que revisiter l'histoire récente d'un groupe de presse et de notre pays. Nous avons fait plus que parcourir l'itinéraire d'un homme. Nous redécouvrons une personnalité à la fois multidimensionnelle et singulière, complexe et entière, une personnalité marquante. Sidi Lamine est d'abord Serigne. Il n'a pas choisi de... Il l'est de père et de mère. Il est né Serigne. Il fait partie de ceux qui, dès leur naissance, ont le privilège de pouvoir suivre une voie toute tracée dans notre pays ou en Afrique, celle de guide religieux. Il aurait pu se contenter d'assumer cet héritage, de transmettre à ses fidèles les enseignements que ses aïeux lui ont légués. Il aurait largement rempli sa mission sur terre. Mais la suite nous a largement montré que Sidi Lamine est aussi autre chose. Il n'est pas homme à se satisfaire du confort douillet de la naissance. Il y rajoutera autre chose de son cru. Et ce sera le journalisme dont il est étranger. Et au-delà du journalisme, sa mission de défenseur intransigeant de la démocratie, de la liberté, de l'égalité et de la justice. Sidi Lamine est journaliste. Il est journaliste et patron de presse. Authentique, pas un journaliste courtisan dont le talent ou la hargne est mis au service du prince du moment. Pas un journaliste pour qui plaire au prince est l'essentiel et dire le vrai l'accessoire. Au contraire. Sidi Lamine est un journaliste exigeant avec les puissants et les forts, sensible aux mots des faibles et des sans grade, des sans voix. Il est rebelle à l'injustice. Un journaliste qui a fait sienne la fameuse phrase d'Albert Londres que je cite: « Je demeure convaincu qu'un journaliste n'est pas un enfant de chœur et que son rôle ne consiste pas à précéder les processions, la main plongée dans une corbeille de pétales de rose. Notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie. Oui, ne pas chercher à faire plaisir, ne pas chercher à faire du tort, mais porter sans trembler la plume dans la plaie. Telle est la pratique journalistique que le caricaturiste aurait pu dessiner le 20 mars dernier, cette plume à la main, pointée comme une baïonnette face aux blindés du régime, qu'il força au recul. Sidi Lamine est aussi chef d'entreprise. Formé à Rabizan, il a osé lancer l'aventure consistant à créer un groupe de presse en commençant par un journal édité en langue française. Il s'est imposé comme l'un des groupes de presse majeurs de notre continent, sans renoncer à sa liberté, plaçant ses convictions au-dessus des recettes à tout prix et prenant ainsi le risque d'être boudé par les annonceurs du secteur public, ceux aussi du secteur privé. Il a malgré tout réussi son projet. Il a en outre fait de son groupe une véritable école. Et nombreux sont les très bons journalistes de notre pays qui auront fait leurs premières armes
dans les locaux de Walfadjri. C'est surtout un intellectuel. Il est un intellectuel parce qu'il est à la fois détenteur de savoir et créateur d'idées. Son savoir, il l'a acquis au Sénégal et en Égypte. Il l'a bonifié toute sa vie, curieux de tout. Disons-le clairement, ne sont pas intellectuels tous ceux qui ont acquis un savoir. Sont intellectuels ceux qui ont acquis un savoir et ensuite participent à la création de l'idée. Il est un intellectuel parce qu'il a toujours fait preuve d'un courage physique et intellectuel exemplaire, réfractaire au prêt-à-penser et refusant d'être complice par son silence des injustices perpétrées au Sénégal et ailleurs dans le monde. Il est intellectuel parce qu'il veut être sans compromission ni concession défenseur des valeurs de liberté, d'indépendance, de justice et d'égalité. Pour parler comme Albert Camus, il est intellectuel parce qu'il ne s'est jamais mis au service de ceux qui font l'histoire, mais plutôt au service de ceux qui la subissent. Et c'est sans aucun doute pour cela qu'il utilise les trois cultures, wolof, arabe, française, dans une préoccupation constante d'élargir son message, son audience pour mieux porter son message. Mais le journalisme est aussi beaucoup plus que la recherche pour informer ou pour convaincre. Il est bien plus qu'une pratique de l'oralité, de l'écriture et de la diffusion de messages destinés à des récepteurs, auditeurs, téléspectateurs. C'est aussi un type de citoyenneté, de mœurs, de vertu, un code moral qui contraigne à un sens civique, à une éthique du respect et de la responsabilité politique et sociale dans le pluralisme politique et démocratique, dans la clarification des enjeux, fussent-ils politiques, économiques, etc. La contribution du journaliste à l'intégration sociale, à l'éveil des consciences, à l'éducation, à la médiation entre les différents acteurs et domaines de la société est cruciale. L'histoire, ou les histoires qui ont traversé la vie politique des sociétés africaines, montrent largement à quel point la presse, au sens large du terme, a joué un rôle déterminant dans l'ouverture et la consolidation de la démocratie, ou fatale dans la destruction au Rwanda, quand la presse a servi de canal de diffusion de la haine de l'autre. La plupart des gens reconnaissent aujourd'hui qu'une œuvre journalistique réellement bonne exige au moins autant d'intelligence que de liberté et d'indépendance, de professionnalisme et de responsabilité. Il s'agit en effet d'une œuvre à produire sur le champ, donc sous la dictature de l'événement et de l'immédiat, qui complique davantage les conditions de création, de production, d'édition. On soupçonne très rarement l'urgence à laquelle l'activité journalistique est confrontée au quotidien, augmentant sa responsabilité intellectuelle, politique et sociale. C'est donc sous ces fortes contraintes que la liberté et l'indépendance de la presse se présentent comme fondement essentiel d'un régime démocratique et comme catégorie des droits politiques et professionnels les plus précieux, quand l'investigation se met notamment au service de la vérité et non pas quand elle se met dans une complicité avec l'autorité. C'est entre autres l'une des raisons qui explique que les démocraties se dotent de plus en plus d'institutions indépendantes de veille et de contrôle de l'activité journalistique, censées examiner la conformité avec les normes et valeurs requises par la corporation. L'indépendance suppose au moins 3 libertés fondamentales que la Constitution, dans un État démocratiquement constitué, garantit précisément par d'espaces de débat, de dialogue, de discussion, de prise de parole publique, notamment d'abord la liberté et l'indépendance préconisent l'absence de restrictions au droit de prendre la parole ou d'écrire pour exposer les faits, défendre des idées, exprimer des sentiments. Ensuite,
La liberté et l'indépendance incorporent l'absence de restriction au droit de discussion et de critique, appliquée non pas seulement au domaine journalistique, mais plus largement à toutes les activités au sein de la société, à condition cependant qu'elles s'accompagnent d'une conscience exacte de leur portée et aussi de la limite de leur validité et du contexte dans lequel ils s'énoncent et s'appliquent. Enfin, l'absence de restriction au droit de désenchanter le réel, de souligner le décalage entre les attentes et les réalisations, les promesses et les déceptions, de critiquer toute proposition inquiétée. Cette liberté et cette indépendance peuvent faire du bien à la démocratie. L'investigation journalistique permettant notamment de lever le voile sur nombre de sujets plongés dans une opacité, mais aussi elles peuvent lui faire du tort, d'où le rappel des principes professionnels, de l'éthique et de la déontologie. La liberté de la presse rend d'énormes services à la démocratie, mais, mal comprise, retournée contre l'intérêt supérieur de la nation et contre la démocratie, notamment quand la presse se met face aux enjeux politiques, au service de la politique politicienne ou sous l'autorité du pouvoir. Et l'existence de médias d'État est signe d'une démocratie inachevée. L'impact de la presse sur la collectivité requiert par conséquent une éthique soucieuse de l'intérêt général et des vertus respectueuses de la diversité, de la citoyenneté, de la responsabilité. Le bon journaliste se doit d'accepter que la liberté n'est pas sans certaines contraintes et l'indépendance sans certaines réserves ou restrictions quand il en va de la stabilité de la société, quand il faut préserver la dignité, l'honneur, la respectabilité, la vie privée et la sécurité des individus. Il doit à tout instant se souvenir de l'article 4 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1948, que je cite, « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. » Notre démocratie, avec ses avancées et ses reculs, se construit sous nos yeux dans cette histoire se faisant que traite et fabrique une partie de notre presse, mais la route est encore longue vers une presse respectueuse de la qualité de l'offre, une presse de la diversité ne réduisant pas ses activités à la constellation politique, une presse respectueuse de l'impartialité, une presse soucieuse des productions, une presse de la proximité s'intéressant de près aux préoccupations des populations, une presse de la responsabilité en adéquation avec les normes sociales et les valeurs républicaines. Bravo Sidi Lamine d'avoir engagé le groupe Walfadjri dans la juste trajectoire. Le pari fut osé. Le combat fut difficile et il le restera. Le résultat n'a pas de prix. Il est pour toi le respect de ta profession, de tes concitoyens. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur Abdoul Mbaye, pour votre brillante contribution. Et vous avez mérité de parler au nom de l'ensemble des invités. Nous allons passer la parole maintenant à quelqu'un qui représente le chef de l'État, qu'on ne connaît pas parce qu'il fait partie des hommes de l'ombre. Il s'agit du docteur Hamidou Dia. Hamidou est docteur ès-lettres en littérature française, PhD. Il a obtenu le premier prix d'excellence pour la meilleure thèse de doctorat de l'Université de Laval du Québec. Il a un diplôme d'études approfondies en sociologie qu'il a eu à Paris, Jussieu. Il a une maîtrise, il a une licence ès-lettres et une licence en philosophie. Il a à son actif plusieurs publications, une vingtaine environ, et dont son premier roman qu'il a appelé « Les sanglots de l'espoir »
qui est paru en 1987. En plus là, Hamidou est non seulement journaliste également, mais il est un spécialiste des films documentaires. Hamidou, je vous donne la parole. Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, surtout Monsieur le parrain, cher oncle Yann Thiam, Messieurs les ambassadeurs, cher Sidi Niass, président, directeur général du groupe Walfadjri, je dois d'abord vous dire ma joie d'être aujourd'hui parmi vous et ma joie d'avoir été choisi par le président de la République pour vous transmettre son message d'amitié et pour il vous est infiniment gré de l'honneur que vous l'avez fait en l'associant à la cérémonie d'aujourd'hui. J'ai été, moi, étonné d'avoir été choisi parce que dans un premier temps, on a pensé à vous envoyer, mon cher Sidi Lamine, celui qui à la présidence est chargé des affaires religieuses. C'est le président de la République veto en disant qu'il faut envoyer le professeur Hamidou Dia, c'est-à-dire moi-même, parce que Sidi Lamine Niass et mon ami Alioune Badara Bèye ne peut pas le démentir, fait partie incontestablement de la République des lettres, donc de l'une des plus nobles républiques. C'est par quoi il a voulu que ce soit plutôt moi. Je pense qu'il y a aussi une raison supplémentaire. Tout à l'heure, Mamles Camara, mon ami, et que j'ai précédé au département de philosophie, donc il est très jeune. On a cité Cheikh Hamidou Kane tout à l'heure. Je voulais dire que j'ai à peu près le même parcours que lui. Je voudrais dire que j'ai d'abord été talibé à Madina Ndiadjbe sous la férule de Thierno Hamdou Rabbi Sy pour apprendre d'abord le Coran, puisque mon père était lui-même un marabout. Coran que je n'ai malheureusement pas fini, je crois que je me suis arrêté à la sourate 55, Ar-Rahman allama al-Qur'an. Ensuite, je suis allé à l'école à l'âge de 13 ans, l'école française. Empêché, ce qui ne m'a pas empêché d'avoir le parcours qu'il a plu au bon Dieu de me donner. Le fait de m'envoyer ici témoigne de la volonté du chef de l'État d'être à la tête d'un pays caractérisé par un débat démocratique, si riche, et qui est le signe aussi d'une bonne santé. Mon cher Sidi Lamine Niass, je voudrais vous dire 3 choses. La première, c'est que votre livre raconte un parcours. Et le parcours, c'est ce par quoi se définit toute identité. Ce n'est pas moi qui disais que toute identité est d'abord un parcours et non pas, comme on a tendance à le croire, une substance définitivement
figé. Et ce parcours est, ma foi, très riche, parce que c'est d'abord un parcours qui s'interroge, on l'a dit. Vous avez une préoccupation qui me paraît, qui est la préoccupation stratégique fondamentale. Que faut-il faire dans des pays tels que les nôtres? C'est la réponse à cette question qui commande la réponse à la question que faut-il faire pour y parvenir. Autrement dit, la question stratégique est infiniment plus importante que les questions tactiques dans lesquelles nous nous perdons souvent en de vaines polémiques. Deuxièmement, je vais te dire que tout le monde reconnaît votre courage, reconnaît ton courage. Et le fait d'écrire un livre, c'est déjà du courage, parce que c'est s'exposer. Oui, c'est d'abord partager, mais c'est aussi s'exposer. Et ça, c'est déjà un immense courage. C'est une immense générosité que de partager également. Donc c'est à la fois partage et prise de risque. Ce partage et cette prise de risque caractérisent votre courage. On l'a dit, vous êtes un homme qui est peut-être controversé. On peut être pour ou contre Sidi Lamine Niasse, mais personne ne peut nier que c'est quelqu'un qui est habité par le désir de comprendre, et une fois qu'il a compris, le désir de faire comprendre. Donc, par la quête de la vérité, nous ne faisons que la rechercher. Tu connaîtras la vérité, et la vérité te rendra libre. Il n'y a pas de liberté en dehors de la connaissance et en dehors de la vérité. Cette quête peut vous valoir des épreuves, mais je vous dis en vérité que ces épreuves sont tout à fait normales pour des hommes de bonne volonté. Le deuxième, Sidi Lamine, que je voudrais te dire, avant de quitter ce point, vous le savez parce que vous êtes un homme de religion, ce que le prophète a dit de ceux qui écrivent, que l'encre des savants est plus précieuse que le sang des martyrs. Donc il est infiniment plus important d'écrire pour ouvrir les gens sur leur religion, sur leur monde, sur leur être, n'est-ce pas, que assassiner des musulmans comme vous, comme nous le voyons actuellement. Oui. Je vais reprendre ce que disait le Premier ministre Abdoulaye tout à l'heure. Si vraiment, coûte que coûte, on devait vous comparer à des penseurs occidentaux, évidemment, c'est à Camus que vous ferez plus penser qu'à Jean-Paul Sartre. Révolté a plus de sens chez vous que Sartre de la critique de la raison dialectique. Mais de l'homme révolté au sens d'une révolte durable et habillée par une réflexion têtue. Monsieur, cher ami Sidi Lamine Niasse, je ne vais pas être trop bavard. J'ai voulu dire qu'en entendant les gens dans votre parcours, j'ai pensé, je parle sous le contrôle de mon jeune frère Mamles Camara, j'ai pensé à Hegel. Et à un concept particulier de Hegel, qui est le concept de Aufhebung. Et qu'est-ce que le Aufhebung, et c'est ce que vous faites, et qu'est-ce que le Aufhebung chez Hegel? On le traduit rarement parce qu'il est difficile de traduire. Aufhebung, ça veut dire dépasser tout en conservant ce que c'est. C'est-à-dire dépasser quelque chose tout en ayant les différentes strates
de ce qu'on a dépassé. Un exemple, le bourgeon, quand il est bourgeon, il pense qu'il est bourgeon. Et il pense que sa vérité, c'est d'être bourgeon. Jusqu'à ce qu'il devienne fleur. Et en ce moment, il se dit, tiens, moi, ma vérité, c'est de devenir fleur. Et la fleur, quand elle est fleur, elle se pense fleur jusqu'au moment où elle devient fruit. Elle dit, tiens, mon destin, c'est d'être un fruit. Alors vous êtes une sorte de... Ah, vous faites votre parcours, vous avez parcouru, mais résume aujourd'hui la totalité de ce parcours. Et c'est ce que j'appelle identité. Et c'est par là que je voudrais terminer. Le titre de votre livre, Un étranger chez soi. Non, vous n'êtes pas étranger chez vous. Vous êtes bien chez vous. Même si vous avez une sympathie pour le Levant, pour l'Orient, solidement enraciné dans les valeurs sénégalaises, mais vous pouvez ne pas vous retrouver dans ce que vous pouvez voir ici et là dans le Sénégal. C'est pourquoi il ne faut pas que nous confondions l'identité et l'appartenance. Vous pouvez ne pas être très fier de votre appartenance, par exemple, parce qu'il y a des choses qui ne vous satisfont pas, mais votre identité, il faudrait que vous soyez absolument fier de cela et vous dire que vous êtes un bon Sénégalais, un bon démocrate. Appelant, je pense qu'on ne va pas me contredire, qu'il faudrait soigneusement faire la distinction entre la République, c'est des institutions, la République, et la démocratie, qui, de mon point de vue, n'est pas une institution, mais un principe. Et un principe qui repose sur deux choses. La stasis, c'est-à-dire le débat contradictoire. Et ce débat contradictoire, c'est pour aboutir à des consensus moins forts pour notre pays. J'ai eu à dire, quelque part, que pour nous, il n'y a pas de destin forclos, il n'y a que des responsabilités désertées. Et en le disant, je paraphrasais Frantz Fanon, qui est un exemple. Voici un Martiniquais mort algérien. Je le paraphrasais dans le chapitre 3 de Daniel de la Terre, quand il dit que doit, à travers une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Et on ne peut pas vous reprocher de vouloir découvrir votre mission. Dernier mot maintenant, ne cherchez pas à sortir de l'ambiguïté. Entre l'Orient, qui vous fascine, et le Sénégal, qui vous passionne, restez dans l'ambiguïté, parce qu'il y a quelqu'un, je crois que c'est Mitterrand, qui disait qu'on ne sort jamais de l'ambiguïté, on sort toujours de l'ambiguïté à son détriment. Donc restez dans cette ambiguïté, mais vous êtes étranger. Je vous remercie.